Bonjour à tous. Merci de vous être du coup rendu dispo pour ce webinaire. On va se présenter rapidement, histoire que vous sachiez à qui vous avez affaire. Donc moi, je suis la fondatrice du cabinet Canopé Avocat. C'est un cabinet qui a deux expertises principales. Une expertise sur le corporate avec un cœur de métier sur la levée de fonds et une expertise en propriété intellectuelle. Voilà, on a une équipe en interne qui accompagnons les entrepreneurs et les investisseurs sur toutes ces problématiques de levée de fonds et on fait du coup très très régulièrement des bridges et on met en œuvre tous les outils dont on va parler et notamment le BSAR. Moi, j'étais avant en charge du pôle BSAR dans le cabinet SB Avocat, qui est le cabinet qui a créé du coup le BSAR avec The Family. Donc, à dispo pour répondre à toutes vos questions sur le bridge et sur ce sujet-là. Steve, je te laisse te présenter également. Oui, merci et bonjour à tous. Donc moi, Steve, je suis directeur chez ICAP Partners. ICAP, nous sommes un cabinet de conseil M&A spécialisé sur la tech. On intervient à la fois sur des opérations de levée de fonds, série A, série B, avec un sweet spot compris entre 5 et 20 millions d'euros de levée, et également sur des opérations de M&A où on accompagne des entrepreneurs sur leur exit, ou alors sur des opérations de LBO, de CapDev, voire même de capital transmission. Je vous propose effectivement ce webinaire. On va aborder effectivement le sujet du bridge. Je commencerai par vous présenter les cycles de financement des différentes startups et les spécificités du bridge. Et ensuite, on verra dans la pratique comment on peut structurer son bridge et bien évidemment avec quels instruments financiers on peut le faire. Je vous propose pour commencer de revenir rapidement sur les 3 grandes étapes du cycle de financement des startups. La première étape, on est sur un cycle de financement très en amont, très early stage. On parle des cycles de pré-seed, voire de seed, où la startup, la société, doit lever des fonds pour lancer un produit. On est très early stage. Généralement, la société va lever des fonds, ce qu'on va appeler du love money, auprès de friends and family. On peut également lever des fonds auprès de business angels et on peut lever des fonds aussi auprès d'investisseurs plus institutionnels avec des fonds de seed comme Kerala par exemple. Une seconde étape, c'est une étape où la société a un peu grandi, on reste toujours early stage, on est plutôt sur la série A, la série B, où la société n'a toujours pas atteint son break-even, ou alors vient tout juste de l'atteindre. La startup a passé généralement le stade du proof of concept, mais doit trouver du financement pour scaler. Généralement, ce tour de financement se fait soit auprès de BA qui généralement ont une plus forte capacité financière, la possibilité d'investir quelques centaines de milliers d'euros, ou alors auprès de fonds de venture capital ou de fonds de corporate venture capital. Généralement, on est sur un stade effectivement donc plus avancé où la société doit scaler, doit conforter sa position sur un nouveau marché et parfois même la série A, la série B peut permettre de viser un développement ou un début de développement à l'international. Enfin, une troisième étape dans la vie de la société et dans les cycles de financement des sociétés, c'est un stade où la société est déjà plus mature. On a passé évidemment la proof of concept, on a passé la scalabilité et la société doit maintenant grossir et atteindre une position de leader. On est généralement sur une société qui a atteint son break-even, qui a prouvé sa rentabilité ou à minima qui a prouvé sa rentabilité intrinsèque. C'est-à-dire, elle peut ne pas être encore rentable, mais parce qu'il y a des coûts d'acquisition client, des coûts marketing qui viennent encore gréver son compte de résultat.
mais intrinsèquement, la société a prouvé que son business model était rentable. Généralement, pour ces tours de financement, la société va pouvoir contacter des investisseurs plutôt institutionnels. Ce sera des fonds de venture capital, des fonds de corporate venture capital, mais également des fonds de growth equity, voire même des fonds de private equity. Bien évidemment, les trois grands cycles de financement présentés ici sont les cycles de financement visibles dans la vie d'une société, mais il existe également parfois des étapes qui sont non visibles ou à minima un peu moins visibles, qui sont les bridges. Donc, qu'est-ce qu'un bridge et surtout quand le mettre en place? Le bridge, c'est un financement à court terme, ponctuel et si possible rapide, qui va permettre à une société de trouver du carburant pour continuer de se développer et dans l'attente de pouvoir réaliser un tour de financement plus structurant. Donc, ça permet généralement à la société, aux entrepreneurs, d'obtenir et de gagner un peu de temps pour aller chercher des KPIs, pour passer certaines étapes qui sont parfois nécessaires à la réalisation d'une série A, d'une série B, voire parfois de tours un peu plus avancés. Quelles peuvent être ces KPIs? Ces KPIs, ça peut être des étapes opérationnelles. Ça peut être également des KPIs plus financiers, l'atteinte d'un certain seuil de revenus, d'un certain seuil de revenus mensuels récurrents. Ça peut être d'autres étapes sur le lancement d'un produit, l'atteinte d'un nouveau marché. Donc, c'est des étapes qui seront jugées nécessaires par les investisseurs du tour suivant pour pouvoir réaliser dans de bonnes conditions ce tour. Mais ça peut également être des étapes dans la vie d'une société un peu moins favorable, comme on a vécu en 2020, avec l'apparition d'un événement comme le Covid, qui a parfois dû mettre à l'arrêt l'activité de certaines entreprises et où les bridges ont été rendus de facto nécessaires pour permettre à la société de continuer son activité dans de bonnes conditions. Qui peut financer les bridges? On peut identifier plusieurs catégories d'investisseurs. Tout d'abord, on a des investisseurs, des business angels, voire des family office. Pour les plus connus d'entre eux, vous avez Xavier Niel, le fondateur d'Iliad, Marc Simoncini. Vous avez également des réseaux de business angels, comme le réseau Paris Business Angel ou Femmes Business Angel. Vous avez aussi des family office. Les family office, ce sont, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce terme, mais c'est une structure plus organisée, avec parfois une équipe d'investissement professionnelle qui vient investir l'argent, comme le nom l'indique, d'une famille ou d'entrepreneurs. Parfois, on a des multi-family office qui regroupent plusieurs entrepreneurs qui, on va dire, donnent à une équipe de gestion la gestion du patrimoine, d'une poche de financement de plusieurs familles. On a des investisseurs plus institutionnels, qui sont des fonds de venture capital, et donc les plus connus d'entre eux, Partech, Daphne, voire même la BPI, qui intervient assez régulièrement dans le financement des bridges. Il faut garder en tête que plus de 80% de ces bridges sont financés généralement par les investisseurs historiques. Mais encore une fois, tout dépend de quand intervient le bridge. Si le bridge intervient dans un stade de maturité très early stage, avant un tour de seed, avant une série A, généralement, les bridges se font avec des business angels, avec de nouveaux actionnaires, entrée de nouveaux actionnaires. Et parfois, le bridge peut se faire avec des VC, mais ce n'est pas la grande majorité. Si effectivement le bridge intervient dans des stades plus avancés dans la vie d'entreprise, avant une série B, avant une série C, c'est plus rare, mais ça peut bien évidemment exister. Alors là, plus généralement, ce sont les investisseurs historiques qui réinvestissent
parce que c'est plus difficile, plus la société est avancée dans son stade de maturité, plus c'est évidemment difficile de faire rentrer des business angels, voire même de nouveaux actionnaires sur ce tour de financement. Il faut également avoir en tête que le bridge, c'est aussi un signal qui sera envoyé au marché. Et si la société a des fonds de venture capital à son capital, et si la société réalise un bridge dans l'attente d'une série B, ça sera vu comme un mauvais signal si le fonds de VC ne participe pas forcément à ce bridge. Ça pourra décourager, ou à minima ne pas encourager, l'entrée d'un BA ou l'entrée d'un nouveau fonds lors de ce tour de financement. Judith, je te laisse la main peut-être pour expliquer comment dans la pratique se structure un tour de bridge. Oui, parfait. Merci Steve. Alors, justement, du coup, maintenant, on va voir les différents outils possibles pour faire un bridge. Donc, du coup, ça va répondre, Pierre-François, à ta question où tu nous demandais si on parlait justement de financement par la dette. Et Oang aussi sur le type d'instrument utilisé en bridge. On y répond maintenant. Donc, effectivement, il y a un bridge, ça veut juste dire, comme l'a dit Steve, qu'on a de l'argent, ça fait le pont, on a de l'argent pour atteindre la prochaine étape. Cet argent, il peut arriver sous plusieurs formes. Là, on a choisi de vous en présenter 4 avec l'avance en compte courant, les OC, donc c'est les obligations convertibles, le BSR ou le prêt bancaire. Il existe aussi d'autres outils dont vous pouvez entendre parler, par exemple les ORA, qui sont les obligations remboursables en actions. On peut faire des bridges avec pas mal d'outils juridiques. Ceux qu'on vous présente, c'est les outils les plus vus dans le monde des startups et à des stades de développement qui sont en seed ou au niveau de la série A. Donc, pour répondre à Pierre-François, dans ces 4 outils-là, tous représentent de la dette, sauf le BSR. Je vous les présente chacun rapidement pour qu'on sache tous de quoi on parle. Donc, l'avance en compte courant, ça permet à un investisseur existant de mettre de l'argent sur le compte courant de la société. Donc, il permet en fait à la société d'avoir un petit appel d'air au niveau de sa trésorerie. C'est un outil qui est très souple et qui peut être utilisé de la façon dont on le souhaite. Donc, soit très simplement avec uniquement un taux d'intérêt au profit de l'investisseur, soit de façon un petit peu plus complexe et qui permet une conversion en action sur un événement déclencheur qui peut être un tour de financement, qui peut être l'atteinte d'un certain niveau de trésorerie ou qui peut être simplement une date. L'avance en compte courant, elle peut être soit remboursée, soit convertie en action. Le downside de l'avance en compte courant, c'est effectivement que pour les investisseurs, ça ne permet pas d'avoir de la défiscalisation, notamment IR ou comme pour un investissement en PME ou en start-up, du fait qu'on ne rentre pas au moment d'une augmentation de capital. Donc, ça concerne soit des investisseurs existants, puisqu'il faut être associé, soit si c'est un investisseur tiers, il faut lui accorder au moins une action pour qu'il devienne associé et fasse cet investissement-là. Et vu que du coup, il ne bénéficie pas de l'aspect fiscal, dans ce cas-là, ça s'adresse souvent soit à des holdings, soit à des fonds qui rentrent juste le temps. Enfin, en général, ce n'est pas des vrais fonds qui rentrent comme ça, mais ça peut être des petits groupements de BA qui voient que la levée prend un petit peu plus de temps que prévu. Et donc, pour attendre la fin des négociations, ça permet au moins de payer les salariés à la fin du mois. Voilà, les OC. Du coup, c'est un autre type d'outil juridique. C'est donc une obligation convertible. C'est un type de valeur mobilière qui est émis par la société et qui est acheté par des investisseurs qui peuvent être des investisseurs existants ou des investisseurs tiers.
L'argent qui est versé à la société est aussi comptabilisé en tant que dette. Et ça permet d'avoir un bon qui est soit remboursé, soit converti en action, pareil au moment d'un événement déclencheur ou à la main des souscripteurs, si c'est ce qui est prévu dans le contrat d'émission. Les obligations convertibles, c'est un petit peu plus lourd à mettre en place que les autres outils, parce que ça nécessite, si vous avez moins de 2 exercices clôturés, l'intervention d'un commissaire à l'actif passif et aussi l'intervention d'un commissaire aux comptes ad hoc depuis la loi Pacte, qui implique qu'à chaque fois qu'on fait une suppression du droit préférentiel de souscription, on doit faire intervenir ce type de commissaire aux comptes. Du coup, ça entraîne forcément des délais de traitement et des coûts associés à ça. Donc, les OC, un peu plus coûteux, un peu plus longs à mettre. Sur la comparaison entre les différents outils, on y revient juste après. Thomas, je vois ta question. On y revient juste après. Le BSR, on va y revenir un petit peu plus en détail, mais grosso modo, c'est un bon qu'on achète, que l'investisseur achète et qui lui permet de devenir actionnaire plus tard, au moment d'un événement déclencheur, avec le bénéfice d'un taux de décote. Le prêt bancaire, c'est un prêt qui est fait auprès de la banque, qui ne permet pas du coup une conversion en equity et qui implique forcément un remboursement. Alors, sur le BSR, merci Steve. Sur le BSR, qu'est-ce que c'est? Concrètement, un investisseur veut mettre 100 000 euros dans votre société. Il achète un bon, un BSR de 100 000 euros, qui va lui permettre, au moment de la prochaine levée, de convertir ce bon pour obtenir un nombre d'actions. Donc, au moment où il achète le bon, il ne sait pas exactement combien d'actions il va avoir. Donc, l'avantage, c'est qu'on a l'argent tout de suite, alors que lui ne devient actionnaire qu'au moment de la prochaine levée de fonds, quand il convertit son bon sur cette valorisation. Du coup, il faut forcément qu'il y ait un intérêt pour l'investisseur qui, lui, met l'argent tout de suite, prend le risque tout de suite, alors qu'il n'est pas investisseur réellement et associé tout de suite. Cet avantage pour lui, c'est le taux de décote. Donc, on va lui accorder une décote sur la valorisation de la prochaine levée. Donc, par exemple, vous levez finalement sur une levée de 3 millions, on peut lui accorder une décote qui peut aller à peu près jusqu'à entre 15 et 30%. Donc, lui, effectivement, il prend le risque tout de suite, mais ça lui permet d'obtenir plus d'actions que s'il avait investi au moment de la série A. L'intérêt, du coup, pour vous, c'est la rapidité d'exécution et le fait d'avoir l'argent directement. Et aussi de reporter du coup la question de la valorisation, puisque ce qui va venir fixer la valorisation finalement, c'est le prochain tour. Tout ça, c'est un petit peu encadré quand même, et on établit une valorisation minimum, la valo floor, et une valorisation maximum, la valo cap. On appelle ça le tunnel de valorisation, qui implique que le BSR sera toujours converti dans cet espace-là. Si finalement vous levez sur une valo inférieure à la valo floor ou vous ne levez pas du tout, la conversion se fera sur la valo floor, donc ça vous assure un minimum de valorisation. À l'inverse, si finalement vous levez sur une valo très forte, l'investisseur s'assure quand même d'avoir un minimum de pourcentage dans la société grâce au cap, puisqu'il convertira sur le cap. Donc, pour répondre tout à l'heure à la première question de Howang, le concept de bridge, il nous demandait si ce n'était pas parfois vu comme un peu négatif du point de vue de la startup, parce que ce serait une levée intermédiaire pour améliorer justement ses KPI, comme le disait Steve, en attendant la prochaine levée. Quand on fait du R, ou ça peut même être le cas avec d'autres types d'outils, ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas forcément négatif en se disant on n'a pas encore les KPI. Ça peut être, on sait très bien que notre valo va augmenter très rapidement. Donc, on pourrait aller chercher des fonds aujourd'hui sur une certaine valo, mais on se diluerait beaucoup parce qu'on ne pense pas que cette valo, elle soit représentative de notre société, parce qu'il nous manque juste un petit ticket pour finaliser le produit et pouvoir le commercialiser, ou pour embaucher les premiers sales et pouvoir faire vraiment exploser nos KPI et du coup aller chercher une valo nettement supérieure. Donc, on considère que si on levait aujourd'hui,
ce serait trop cher payé pour nous en termes d'equity. Et on veut utiliser ces outils de bridge pour nous permettre d'atteindre justement l'étape suivante et avoir une valo qui représente qui représente réellement notre société. Donc voilà sur les BSR, je répondrai à vos questions plus précises tout à l'heure si vous en avez. Je lis juste la question de Thomas au passage. Quelle durée minimum entre une AK avec action en tarif nominal fait par les fondateurs et des BSR pour ne pas créer un risque fiscal? Donc effectivement, quand on lève en BSR et qu'on fixe une valo floor et une valo cap, et qui est derrière, au final, la série A vient sur une valo qui est complètement décorrélée, on peut se dire qu'il y a un risque fiscal qui est supporté par les investisseurs parce que finalement, ils ont souscrit sur une valorisation qui pourrait ne pas être réellement représentative de la société si juste après, elle lève sur une valo 4 fois supérieure à la valo cap. Je ne peux pas donner une durée minimum réelle parce que ça dépend forcément de l'interprétation de l'administration fiscale. Mais disons que 6 mois, on est tranquille. En 6 mois, surtout sur une startup qui peut avoir une augmentation de sa valorisation assez rapide, sur 6 mois, je pense qu'on est tranquille. Voilà, justement sur ces sujets de trajectoire de croissance, je passe la main à Steve. Ouais, merci Judith. Peut-être revenir sur les 3 scénarios post-bridge peuvent intervenir. Un scénario 1 où effectivement tout se passe bien, la société surperforme et effectivement la valorisation qui sera retenue pour le tour de financement est bien supérieure à la valorisation du cap qui a été, écrite dans le contrat d'émission de BSA. Un scénario 2 où la valorisation du tour suivant se fera en ligne avec le tunnel qui a été envisagé lors du BSAR, et un scénario 3 où malheureusement tout ne se passe pas comme prévu et où la valorisation du tour de financement suivant sort du tunnel, mais malheureusement à la baisse, et se fait en deçà du floor. Donc si on s'attarde sur le scénario 1, effectivement, on est plutôt dans une situation favorable, voire très favorable, où la valorisation du tour de financement suivant, le tour plus structurant, se fait sur une valorisation supérieure à la valorisation du cap des BSAR. Donc, quelque part, on est sur une situation très favorable où la société a surperformé. On peut aussi, et on y reviendra tout à l'heure, à contrario, on peut se situer dans une situation où l'émetteur, donc la société, a mal anticipé et a mal évalué quelle serait sa valorisation lors du tour suivant. Quoi qu'il en soit, on est plutôt sur une situation assez favorable où la société va effectuer son tour de financement dans de bonnes conditions, au-delà de son cap. Les actionnaires se feront davantage diluer parce que la conversion des BSA se fera sur la valorisation du cap. En revanche, on peut considérer cela comme une juste rémunération pour les souscripteurs de BSA qui, quelque part, seront rémunérés pour leur prise de risque lors du financement sur ce bridge et qui aura permis justement à la société d'atteindre des KPIs ou de passer une étape pour justement pouvoir faire le tour suivant dans de meilleures conditions. Le scénario 2, on est sur un scénario où quelque part la valorisation se fait dans le tunnel qui a été envisagé lors de l'émission des BSAR. C'est le scénario le plus courant et le souscripteur de BSA convertit ses BSA sur une valorisation qui sera donc décotée par rapport à la valorisation du tour suivant et donc l'investisseur bridge bénéficie de cette décote pour la prise de risque d'avoir participé au financement un peu en amont du vrai tour de financement de la série A ou du tour suivant. Enfin, le scénario 3, c'est le scénario où on doit faire face à une situation un peu exceptionnelle où la startup n'a pas atteint ses objectifs,
faire face à de mauvais résultats, ou alors la valorisation prévue lors de la rédaction du contrat de BSA a été mal évaluée et la valorisation de la série A se fait sur une valorisation inférieure au floor qui a été prévu dans le contrat de BSA. Donc là, quelque part, ce sont les investisseurs bridge qui vont surpayer leur titre lors de la conversion de leur BSA en action, et ça porte un préjudice pour les investisseurs du bridge. Et c'est une situation qu'il faut éviter, bien évidemment, de vivre, car ça entame, dès le début, vous entamez la confiance que vous avez avec ces investisseurs, ces investisseurs du bridge. Et c'est évidemment une situation non idéale à éviter, qui peut également porter préjudice derrière à la série A, avec un désalignement d'intérêts entre les investisseurs bridge et les investisseurs equity. Donc on voit à travers ces trois scénarios toute la nécessité lors du bridge de bien calibrer la valorisation floor, la valorisation cap, donc le tunnel dont parlait Judith, lors de la négociation des conditions du bridge avec vos futurs investisseurs. Ensuite, Judith, je te laisse peut-être la parole pour faire un peu la comparaison entre les différents outils. Oui, donc justement, la question a été posée. Donc, ces différents outils, on peut les comparer de pas mal de façons différentes. Là, on a choisi un certain nombre de critères. Si des questions sur d'autres, on y répondra. Sur la rapidité, donc comme je vous disais, l'outil le moins rapide, c'est les OC. En termes de coûts, pareil, les OC sont quand même, se détachent quand même et sont plus chers que les BSR et l'avance en compte courant, et moins souple du fait que justement on a ce fameux commissaire aux avantages à l'actif passif qui intervient et qui vérifie quand même un certain nombre de points, et c'est un outil qui est plus encadré par la loi, donc on peut être moins inventif sur ces conditions d'application. Est-ce qu'on a besoin d'être déjà associé pour souscrire pour les OC et les BSR? Non. Pour l'avance en compte courant, comme je vous ai dit, oui. Il faut au moins une action. Avant, il fallait avoir au moins 5% du capital. C'est plus le cas aujourd'hui. Une seule action suffit. C'est pour ça qu'on peut dire que l'avance en compte courant, elle ne s'applique pas uniquement aux associés existants, mais on peut, dans certains cas, comme je vous ai dit tout à l'heure, envisager de céder une seule action à un investisseur tiers pour pouvoir lui permettre de faire cette avance en compte courant. En termes de comptabilité, l'avance en compte courant et l'EC, c'est de la dette qui ne vous permet donc pas d'avoir un abondement BPI. Pour l'avance en compte courant, la BPI considère que si c'est un compte bloqué, c'est-à-dire que la personne qui a avancé les fonds ne peut pas les récupérer ni les convertir, ne peut pas les récupérer en remboursement plutôt avant au moins 3 ans. Dans ce cas-là, elle considère que c'est des quasi-fonds propres et elle accepte de faire cet abondement. Sur le BSR, pour l'instant, elle a toujours accepté de faire l'abondement. En termes de rémunération, c'est-à-dire de taux d'intérêt de l'outil, on peut en prévoir un sur le compte courant et sur les OC. On n'en prévoit pas sur les BSR. Le taux de décote en termes de conversion en capital, il est possible sur tous les outils. Le remboursement en cash, il n'est pas possible dans le BSR. Et la conversion en action est toujours possible. Voilà. Ça vous a présenté les premiers éléments. Je vois en question quel avantage fiscal pour l'investisseur en BSR. Le BSR, c'est pas du tout un outil fiscalement, dont l'attrait principal est la fiscalité. Il faut pas souscrire en BSR pour pouvoir faire une opération avec un avantage fiscal. Grosso modo, le sujet a été de savoir, quand on investit en BCR, qu'est-ce qui peut être défiscalisé? Est-ce que c'est le bon de souscription, donc le bon qu'on achète dans mon exemple de tout à l'heure, 100 000 euros, ou simplement la souscription des actions, donc si ça permet de souscrire 1000 actions à une valeur nominale de 1 euro, juste les 1000 euros.
Cette question-là, on n'a pas la réponse. Volontairement, on n'a pas la réponse. On aurait pu demander un rescrit fiscal à l'administration sur ce sujet-là. Que je sache, aucun avocat ne l'a fait parce qu'une fois qu'on l'a fait, on n'a plus le bénéfice du doute et on ne peut plus du coup essayer de faire valoir nos arguments en cas de contrôle fiscal. Le deuxième sujet fiscal, c'est de savoir si on peut si on peut utiliser le BSR pour la clause de remploi. Quand on a quand on a vendu, par exemple, ces titres précédemment et qu'on on a fait un décalage d'imposition et que du coup, il faut remployer cet argent dans un autre investissement. Euh, je pense que oui. Beaucoup d'avocats pensent que oui. Maintenant, quand moi, je conseille les sociétés du côté du BSR, je ne peux pas m'engager et assurer ce point-là aux investisseurs du fait que ça dépend forcément de la position de l'administration fiscale qui ne s'est pas positionnée officiellement sur ce sujet-là. Mais je pense que oui, et vous lirez beaucoup d'articles d'avocats en ce sens sur Internet.